comunitatea română din Montreal a pierdut o mare personalitate. Este vorba de domnul Joseph Botha, care a încetat din viață la 9 aprilie 2013. Numele său se leagă în mod deosebit de Asociația Românilor din Canada, ARC, fiind unul dintre aceia care în urmă cu 61 de ani au pus bazele acestei asociații. Membru fondator al asociației și pentru mulți ani membru al comitetului organizator, domnul Botha a reușit în mai bine de 60 de ani de activitate comunitară să păstreze și să promoveze valorile artei și culturii românești. Sâmbătă, 20 aprilie, de la ora 11, membrii familiei, membrii asociațiilor românești, comunitatea românească, oameni simpli și-au luat rămas bun de la Joseph Botha. Multe mesaje au fost primite din partea diferitelor asociații de artiști, asociații românești, oameni simpli, mesaje care au fost adresate comunității românești îndoliate și membrilor familiei sale.
Alors pour débuter cette cérémonie, je vous propose 2 gestes. Le premier geste est un rituel, le rituel de la lumière. Alors je vais inviter sa petite fille Julia, si elle veut bien, à allumer le cierge pascal juste ici. La lumière, comme vous le savez tous, est un symbole universel. Ici, elle symbolise cette présence de M. Botta dans vos vies, cette présence qui, je le crois profondément, ne s'éteindra jamais. Aussi parce que M. Botta a été un phare aussi dans la vie de toutes ces personnes qu'il a aidées. A aidé à s'intégrer ici, au Canada, entre autres. Et aussi pour signifier cette source de chaleur humaine qu'il a dégagée tout au long de sa vie, autant pour sa famille que pour toutes ces personnes qui, un jour ou l'autre, ont croisé sa route. Le deuxième symbole est celui de l'eau bénite. Pour symboliser son baptême, il y a de nombreuses années, cette eau qui signifie aussi la vie. La première pièce musicale que vous venez d'entendre, eh bien, c'est la deuxième Rhapsodie roumaine de George Enescu, que sûrement plusieurs vous connaissez. Pièce qui représente l'importance de la musique dans la vie de M. Botta. Il y aura d'autres pièces aussi durant cette cérémonie. Aujourd'hui, vous êtes rassemblés pour vous rappeler de ce que M. Botta a représenté pour vous et ce que vous avez représenté pour lui. Lorsque j'ai rencontré la famille samedi passé, je vous remercie de votre accueil, j'ai posé une question. Je leur ai demandé ce serait quoi son plus grand accomplissement, sa grande réussite dans sa vie. Et Myriam m'a répondu, son plus grand accomplissement dans ce monde est d'avoir eu la force de caractère de recommencer à neuf et d'avoir su garder le cap avec courage et détermination. D'ailleurs, dans quelques instants, je vais l'inviter à s'approcher pour nous parler de son Père. Mais juste avant, je pense qu'il n'y a pas un plus beau texte dans l'Évangile que la parabole du bon Samaritain pour illustrer le parcours de vie de M. Botta. Combien de fois a-t-il tendu la main à son prochain? Et je vais inviter son petit-fils Trajan à venir nous partager ce très beau texte, le bon Samaritain. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question.
« Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Que lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain? » Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roués de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre juif descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui étant en voyage, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture. Le conduisit dans une auberge, y prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et le donna à l'aubergiste, en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des toi, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais le même. » Seigneur Jésus, dans ta beauté, montre-nous comment nous devons nous conduire envers les autres. Sois toujours à mes côtés pour m'inspirer les actes de charité. Aide-moi à vaincre tout sentiment égoïste qui m'empêche d'agir en chrétien véritable. Amen. Merci beaucoup, Diane. Évidemment que je n'ai pas connu M. Boiteux. J'aurais bien aimé. Et qui est de mieux que sa propre fille pour nous parler de lui? Alors, je vais inviter Myriam à s'approcher, s'il veut. Merci. Né le 7 octobre 1925 à Suctar, Roumanie, mon père était le 3e d'une famille de 4. Il grandit sur la ferme, entouré de ses parents, amis. Ce qui le faisait vibrer, c'était la musique et la danse déjà à ce jeune âge. Lorsque le système communiste fut instauré, mon père a eu un genre de révolte interne, de voir que les terres, les animaux étaient tous regroupés en communauté, en coopérative. C'est au moment où il faisait son service militaire. Et pour ceux qui l'ont bien connu, vous savez qu'il n'avait pas la langue dans sa poche. Donc, comme soldat, il s'est bien exprimé contre le parti. Ce qui lui a valu une sommation pour passer à la cour martiale. Donc, étant un peu pressé au pied du mur, il a décidé, avec d'autres soldats, de s'enfuir. Il était donc déserteur, avec la vie de soldat sur le dos, ce qui était très grave. Il s'est rendu en Yougoslavie. Là, naturellement, on l'a repéré. On l'a amené dans une mine de charbon où il a travaillé pendant un bout de temps. Il a réussi à quitter une autre fois avec un superfuge où il devait aller porter quelque chose à un petit village, mais il est resté dans le train jusqu'à Belgrade. Là, il a rencontré à la Croix-Rouge une famille de Roumains qui s'appelle Bota également, qui se sont bien occupés de lui et l'ont transféré en France. Vu l'état de ses poumons, parce qu'il avait travaillé dans le charbon un bout de temps,
On l'a envoyé en Alsace, la Croix-Rouge l'a envoyé en Alsace. Ça, il a bien aimé. Les bons vins, la nature, et surtout, il a appris son métier dans une usine de textile. Avant les vendanges, au grand désarroi du propriétaire vignoble, il s'embarqua du Havre sur un bateau, parce que l'appel de l'Amérique était fort. Sur les photos que vous avez vues et que vous aurez la chance de voir plus tard, les premières photos des arrivants, il y en a qui ont traversé avec lui le bateau. Il est arrivé à Montréal en 1951. C'est vite intégré à la communauté roumaine. Vous avez vu les photos où il danse, où il était de la fête de la Saint-Jean-Baptiste sur un char allégorique en 1952. Alors vite, il s'est intégré. A trouvé du travail dans le textile, qui est un domaine florissant à l'époque, ici au Québec. Fut transféré à Drummondville rapidement parce qu'on a vu sa force de caractère, alors on l'a mis contremaître de la manufacture à Drummondville. C'est là qu'il rencontra ma mère dans une salle de danse. Elle dansait bien. Donc, le lendemain, il lui a dit « Je suis intéressée, c'est sérieux. » Alors, de fil en aiguille, et voilà, il s'est bien intégré à la communauté à Drummondville. Nous y sommes restés jusqu'au début des années 70. On a tissé des liens avec de très bons amis, dont la majorité sont ici aujourd'hui. Merci. Alors, moi, je suis arrivée à travers tout ça, fille unique. Pas parce qu'ils n'ont pas voulu, mais il y a eu des problèmes de santé de ma mère. J'ai eu une très belle enfance. C'était un beau milieu, très cocooning, comme on dirait. Et dans le début des années 70, on est arrivé à Montréal. Et là, on a intégré encore plus la communauté roumaine parce qu'on se voyait beaucoup plus. Il faut dire que mon père, ayant toute sa famille qui était restée derrière lui, ne pouvant pas prendre contact avec eux, vu l'état dans lequel il était parti, les familles de Roumains, c'était notre famille, en plus de la famille du côté de ma mère. C'était ceux avec qui on fêtait les grandes fêtes, qu'on se voyait régulièrement. Alors je remercie tous ceux, c'est surtout les enfants de ma génération qui sont ici, parce que les parents sont allés tous se rejoindre. Mais ça a été un très beau moment de notre vie. Maintenant, je vais vous parler de mon père un peu, parce que là, on a fait la chronologie, un peu de son caractère. Mon père, c'était un homme extrêmement discipliné. Il a travaillé 35 ans à la compagnie textile et a eu une journée de maladie. Il était à l'hôpital à se faire recoudre le visage suite à un petit accident qu'il avait eu. Et c'était épouvantable de manquer une journée. Donc ça vous parle de sa discipline. C'était un perfectionniste. Tout ce qu'il faisait, il fallait que rien retrousse. J'avais la chance de bien réussir à l'école. Et lorsque j'arrivais avec un examen, il regardait ça, 95. Où as-tu perdu 5 points? Pourquoi? Tu n'as pas assez étudié. Alors, c'est le papa encadré et sévère que dans ma petite enfance, j'ai connu. Et il m'a expliqué plus tard, tu sais, je suis passée à travers des choses difficiles et il faut se préparer dans la vie. Il ne faut pas être mou. Il faut avoir une colonne vertébrale. Et vous savez, mon père, c'est une force de la nature. Il a dit, je t'ai élevé de cette façon-là pour que tu puisses faire face aux événements. Et ça, je lui en suis grandement reconnaissant. Naturellement, mon père, ses passions, c'était la pêche. Il aimait beaucoup ça. Il y a eu de nombreux voyages de pêche et il y avait ses anecdotes de pêche. Alors, la première remonte à Drummondville, lorsque la première fois qu'il va dans un petit lac avec 2 amis immigrants pour louer une chaloupe, le propriétaire lui dit « Vous avez un drôle d'accent. » Il dit « Oui, vous savez, monsieur vient de la Pologne, monsieur vient de la Hongrie et moi je viens de la Roumanie. » Il dit « Tordu, vous avez dû vous lever de bonne heure le matin. » Mon père a toujours beaucoup poussé pour que j'apprenne la géographie. Son autre anecdote qu'il racontait souvent, c'était lorsqu'il parlait avec d'autres pêcheurs qui lui disaient « Ah, tu sais, Joe, moi j'ai pêché un poisson, là, gros de main. » Mon père disait « Wow, moi j'ai pêché une lanterne allumée. » Il dit « Ben, tranche ton poisson, je vais éteindre ma lanterne. » Alors ça, c'était l'humour de mon père. Lorsque je suis allée en Roumanie la première fois, étant étudiante, je vais dans le village de mon père. Vous avez vu des photos de la Roumanie, c'est très typique.
Alors, la première maison qu'on va visiter, il y a une dame qui s'amène. Bonjour, vous êtes la fille de Yosif. Yosif en roumain. Alors, tout le village savait que je venais. Moi, c'est Maria. J'étais la partenaire de danse de votre père. Bon, je suis tout émue. Installe Maria, le Kodak. Deuxième ferme. Vous vous doutez. Moi, c'était Marie Youtsa. J'étais la partenaire de danse de votre père. Après 8 fermes, j'ai envoyé une carte postale à mon père. J'ai dit, papa, qui est la vraie Maria? Lorsqu'on allait dans des réceptions, dans des mariages, ceux qui ont eu le privilège de danser avec mon père se souviendront comment c'était un honneur. Il avait cette tenue. Il aurait fait, rendu élégante une marionnette de bois. Il vous tenait, vous faisait virevolter, c'était facile. Et je me souviens, on faisait des blagues parce que, au lieu, vous savez, les princesses à l'époque avaient leur carnet de danse, c'est mon père qui avait des dames qui faisaient la file, qui disaient « Monsieur Bodat, la prochaine valse, c'est pour moi. » Monsieur Bodat, ma mère disait « Moi, là... Alors, c'était ça, mon père, c'était... Plus tard, ma mère nous a quittés. Ça a été très difficile. Mon père venait de prendre sa retraite, justement. Et puis là, il s'est lancé dans le sport. Il allait nager à tous les matins. Notre dentiste m'a dit, Myriam, ton père est à la retraite. Peux-tu lui dire, s'il te plaît, de ne pas utiliser de couloir à épique à 6 heures le matin? Les gens qui travaillent veulent s'entraîner. Il lui dit, non, moi je m'entraîne, je me lève à 5 heures. C'était comme il était devenu un athlète olympique. C'est tout ce qu'il faisait, je lui dis, c'était... Et par la suite, il s'est tourné vers le bénévolat. Alors, nombreux d'entre vous furent pris sous son aile. Son grand hobby, c'était d'aller chercher des gens, soit à l'aéroport royal, il les amenait chez lui, il les logeait, les nourrissait, et il était, on va dire, branché partout. Carte d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, inscription au cours de français, trouver un logement, trouver des meubles. J'ai dit à un moment donné à papa, tu pourrais partir un petit business pour les gens qui arrivent. Là, il m'a regardé dans les yeux et il a dit, tu veux dire me faire payer? Non. Alors, mon père, c'était ça. C'était une grande générosité. Il y a des gens qui vont vous en parler après moi, je ne veux pas empiéter sur ce qu'ils vont dire, mais c'était ça. Il y a eu notre mariage, il était très présent, il a fait un beau discours. Les petits-enfants qui l'adorent. Il me demandait toujours, à chaque fois qu'on se parlait, comment ils vont, qu'est-ce qui se passe. Même à l'hôpital, à un moment donné, un infirmier est passé, il dit, est-ce que c'est un des garçons? Et il était très, très présent. Il a eu une bonne vie. Il était en santé, un peu malade vers la fin, son cœur était faible, il ne voulait pas partir. Je lui tenais la main, il ne voulait pas partir. Il voulait rester avec nous encore longtemps. Mais, jusqu'à la dernière minute, on s'est parlé. Je vous remercie d'être venu en si grand nombre. Je t'aime, papa. Il vous laisse. Merci beaucoup, Myriam. Si vous voulez, nous allons maintenant prendre un temps pour accueillir ces paroles en écoutant cette deuxième pièce musicale, une pièce de Doudou Farmache.
évidemment d'autres personnes ont connu M. Botta. Je vais donc inviter M. Georges Rousseau à s'approcher afin de parler de lui. Chers amis, puisque c'est l'amitié et l'amour pour M. Botta qui nous réunit dans cette journée triste. Un autre pilier de la communauté, de notre communauté, s'est effondré. C'est un homme, en effet, le maître des cérémonies nous a conseillé tout à l'heure de parler du mal de M. Botta. Veut-on parler de bien de M. Botta? Je me demande, peut-on parler de mal? Non, il n'y a rien à lui reprocher. C'était d'une moralité sans reproche. Car si la moralité signifie faire son devoir, il a fait son devoir. Il a quitté son pays natal par l'amour pour son pays, par l'amour pour ses concitoyens, contre le communisme envahisseur et cruel et sauvage. Il a toujours haï le communisme. Il est venu ici au Canada, dans ce pays généreux qu'il a reçu, qui nous a reçus tous généreusement. Il a su être fidèle à sa nouvelle patrie, le Canada. Mais il ne faut pas oublier que pendant 6 décennies, il n'a pas quitté son poste de membre actif de notre communauté humaine. Quoi qu'il faisait soleil, quoi qu'il était nuageux, querelle ou bonne entente, il était là, présent, tout le temps. Et il n'était pas là pour avoir une récompense. Il n'a jamais apporté d'ici chez lui. Il a toujours apporté de lui dans la communauté. Je me souviens quand il venait avec une casserole pleine de nourriture pour la communauté. Il n'a jamais demandé un sou. Il était toujours présent, fidèle à son devoir. Il était un homme moral. Il était propre à l'intérieur dans son esprit, comme propre dans l'extérieur. Il n'a jamais été vêtu négligemment. Il était toujours bien rasé, proprement rasé. Il était toujours souriant. Il recevait chez elle tous les nouveaux arrivants. Et les artistes qui viennent de la Roumanie pour faire des spectacles ici, c'est M. Botta le premier qui disait: je les reçois, je les accueille chez moi, je les héberge chez moi lorsqu'ils restent ici. Il l'a fait. D'ailleurs, les artistes de Roumanie ont envoyé quelques messages de Roumanie en se montrant respectueux et tristes face à ce malheur qui est la mort de celui qui a été toujours présent dans notre communauté. Et comme Myriam le disait tout à l'heure, il y a 61 ans, un monsieur Botta, jeune homme, il avait 20 et quelques années, il a montré aux Canadiens, aux Québécois, la danse folklorique roumaine, puisqu'il était un bon danseur. Le jour du 24 juin, le jour de Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec, il a défilé en dansant avec son équipe de danse, puisqu'il avait formé une équipe de danse, pour se montrer fier de son patrimoine culturel. En effet, c'est quoi le Canada? Que le summum de toutes les cultures amenées ici. Et ensemble, forger une nouvelle culture, la culture canadienne. Donc, il a apporté fièrement son patrimoine culturel ici. Quoi dire d'autre de M. Botta? Que c'est un exemple pour nous tous. Quand on se fait, on a une grosse perte.
Mais, Monsieur Bota, nous sommes persuadés, moi personnellement, absolument persuadé, puisque vous parlez avec d'autres personnes qu'il n'y a pas au-delà. Oui, il y a un au-delà. Et c'est là, sûrement, le meilleur. À bientôt, Monsieur Bota. Merci beaucoup, M. Rousseau. Je vais maintenant inviter Angela à s'approcher, s'il vous plaît. J'ai eu le privilège et la chance de connaître M. Bota, un homme extraordinaire qui a quitté ce monde me laissant profondément attristé. Je tiens à lui rendre hommage personnellement et de la part de tous les Roumains, que ce soit de la Roumanie ou de la Moldavie, tous ceux que l'on connut, qui ont été accueillis dans sa maison où la porte était toujours ouverte. Avec beaucoup de tristesse et beaucoup de respect, nous sommes venus aujourd'hui pour dire au revoir à celui qui était pour nous une référence, un exemple, un guide, et pour moi, personnellement, plus que cela, il était comme un père. Arrivés au Canada, nous étions déracinés, comme des arbres retirés du sol et plantés ailleurs. Cependant, vous, M. Bota, vous étiez celui qui arrosait soigneusement les racines pour que l'arbre de la vie fleurisse et fructifie. Vous l'avez fait avec tant de gentillesse et de dévouement. M. Bota, vous nous avez acceptés tels que nous étions. Des enfants au début de leur chemin qui cherchaient le sens de la vie dans le nouveau pays d'adoption. Vous nous avez offert le don le plus précieux, l'amour parental et la chaleur de votre cœur sans nous demander quoi que ce soit en retour. Et comme vous le disiez, je ne vous demande pas grand-chose. Faites-moi juste un petit sourire et appelez-moi de temps en temps. Demandez-moi comment je vais. Dans les moments difficiles, vous nous disiez aussi, écoutez, je vous donne un conseil en tant que parent. Quel mot magique! Ces mots doux et réconfortants, ils vont tellement manquer. Et en effet, en tant que parent, vous parliez avec tant de fierté de Myriam en disant « Ma fille a réussi dans ma vie et vous devrez faire comme elle, réussir. » Les valeurs familiales, la dimension humaine et l'intégrité vous ont toujours accompagné. Vous nous le répétiez souvent, c'est tellement important d'être honnête dans la vie. J'admire et je suis reconnaissante pour tous vos gestes posés, surtout lorsque à peine venu au Canada, je n'avais pas de famille. Et vous, M. Bota, vous m'avez accueilli au fil des ans avec le cœur ouvert dans votre maison, au sein de votre famille, même aux événements les plus importants, au Noël et au Pâques. Ces gestes généreux étaient si importants pour moi. J'ai retrouvé dans votre maison ce qui me manquait le plus ici, l'amour parental, la paix intérieure, l'équilibre entre le rêve et la réalité, entre les peines et les aspirations. Monsieur Bota, vous étiez une personne d'une grande simplicité, parce que la simplicité est en fait un privilège qui appartient seulement aux grandes personnes. Et vous, vous en faites partie. Vous aimiez tellement la vie, vous l'avez vécue avec dignité. Vous aimiez rencontrer des gens, raconter des souvenirs, leur parler et surtout les écouter.
vos histoires fascinantes sur votre jeunesse, sur votre vie, sur vos activités et votre implication dans la communauté romaine, ça va nous manquer. Vos fameuses sarmales, préparées avec tant de soin et d'amour, quel délice! Et combien de gens les ont appréciées. Ça va me manquer aussi. Et voilà que maintenant un vide s'est créé dans nos âmes. Il ne nous restera que les flammes des souvenirs de vous, que vous perdurez dans nos cœurs. Cher Monsieur Botta, nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci infiniment pour avoir veillé sur nous. Avec votre âme chaleureuse et l'énergie que vous avez dégagée, vous avez taillé un piédestal que vous nous laissez à l'héritage. Je voudrais conclure par quelques phrases d'un Roumain de la Moldavie, qui est en fait mon père, qui a eu l'honneur de connaître personnellement M. Botta il y a quelques années. Je vais citer ces phrases en roumain. Am aprins o lumânare cu multă durere în suflet. A încetat din viață domnul Botta, românul cu inimă mare, dăruită din plin celor străini în țara lor. Îi mulțumesc din tot sufletul pentru marele ajutor acordat copiilor mei și multor altora care au plecat peste mii de kilometri în căutarea adevărului, precum a fost nevoit să procedeze și domnia sa pe timpuri și mai grele. Dumnezeu să-l odihnească în împărăția sa. Domnul să te aibă în pază în lăcașul său cel sfânt. Rămâi înger păzitor, cum ai fost și pe pământ. Să vă fie țărâna ușoară, odihniți-vă în pace, mult iubitul nostru, Domnul Iosif Botta. Reposez-vous en paix, cher Monsieur Joseph Botta. Merci beaucoup, Angela, pour ce bel témoignage. Nous allons maintenant vous partager un deuxième texte biblique et je vais inviter Stéphane à venir nous partager. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Interprétation. La barque représente nos vies confrontées au vent et aux flots tumultueux imposés par le mal. Malgré toutes les péripéties qui surviennent, le Christ veut que les humains tiennent bien le cap des vertus et lorsqu'abattus, fatigués, ils ne voient pas l'autre rive, Jésus vient les sauver en leur apportant deux de ses symboles, la foi et la lumière.
Merci beaucoup, Stéphane. Nous sommes déjà rendus à la conclusion de notre cérémonie. Vous connaissez sûrement ce livre-là, Le Petit Prince, de Saint-Exupéry. Un très beau passage que je vais vous partager. Il n'est vraiment pas long. Je vous mets un peu dans le contexte. Le Petit Prince est avec l'aviateur dans le désert et il cherche de l'eau. Le désert ici représente notre vie intérieure. Lorsqu'on est capable de faire silence, sans télévision, sans radio, sans iPhone, sans Facebook, ce qui est très difficile pour l'admettre, ce silence qui nous permet, ce cœur à cœur avec les personnes qui nous ont quittés, il nous permet d'aller puiser dans tout ce qu'il y a eu de bon, de beau à sa vie, de se les approprier et garder en soi pour nous aider à grandir et à être de meilleures personnes. Et voici ce qu'il dit. Le désert est beau. Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Et c'est là que c'est beau. Ce qui embellit le désert, dit le Petit Prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Et c'est ce que je vous souhaite, de redécouvrir la beauté de la vie, en sachant que M. Botta soit toujours un puits d'inspiration pour vous. Tant aussi longtemps que vous le souhaiterez. Parce que n'oubliez jamais que l'être humain n'est jamais mort, tant que vivant se souvient de lui. Sur ce, je vous souhaiter à tous, malgré les circonstances, une bonne fin de journée. Je vous souhaite bon courage et bon retour. Mais ça ne se termine pas là. Je pense que M. Botta n'aurait pas aimé vous laisser sur le triste. Donc, après la cérémonie, bien sûr, il y aura inhumation au cimetière. Vous serez tous invités, si vous le désirez, à suivre la famille donc, à l'emplacement. Ceux et celles qui ne désirent pas venir, vous pourrez demeurer ici, prendre un petit café au bar ici. Il y a des petites choses à grignoter si vous souhaitez. Et l'inhumation devrait durer environ une demi-heure, donc 30 minutes. Et par la suite, la famille reviendra et vous êtes tous invités à partager un goûter. Donc, la famille vous invite tous et évidemment, ils vont revenir ici. Et par la suite, vous pourrez continuer à échanger, à partager, comme M. Botta aurait voulu, je crois, que vous le fassiez. Alors, je vais donc inviter le directeur à s'approcher avec les porteurs. Vous avez une pièce musicale choisie par la famille. Et donc, vous serez invité à suivre derrière le cercueil. Et puis, donc, vous aurez le choix de demeurer sur la famille. Je vous remercie infiniment encore une fois de votre présence nombreuse. Bon retour à tous.